Le cercle RH est un grand entretien. Alors on parle beaucoup d'entreprises, de corporate. On n'a jamais parlé dans notre émission d'humanitaire qui, d'une certaine manière, ces ONG fonctionnent comme des entreprises. Elles ont des salariés. Alors c'est des salariés pas comme les autres. Ils sont engagés en Ukraine, ils sont en Irak, ils sont sur tous les points chauds pour venir en aide à ceux qui sont en difficulté. Et j'accueille Frédéric de Saint-Cernin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Très très heureux de vous accueillir. Alors directeur général délégué d'Acted, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous avez une vie en quelques mots qui est assez incroyable et intéressante parce que vous avez été ministre, député. Vous avez dirigé un club de football, Rennes pour ne pas le citer, et puis depuis plusieurs années maintenant, vous dirigez une ONG. C'est quoi? C'est dans votre personnalité comme ça de changer d'univers, parce que réellement, quand on passe de la politique au football, on change d'univers, et quand on passe du football à une ONG, on change radicalement d'univers. Vous êtes d'accord? Oui, on change absolument d'univers. C'est pas une volonté délibérée de ma part. Je ne suis pas né pour changer. Mais après, il y a des rencontres qui font que vous vous engagez dans des aventures complètement différentes. Peut-être que le fil rouge, c'est justement l'aventure, c'est l'engagement. Peut-être. Quoi qu'il en soit, il y a aussi notre réalité, et puis que découvrent évidemment les jeunes, beaucoup plus que des gens de ma génération, c'est de fait, on change de métier, on change de vie, on change de région, on change complètement. Moi, quand j'ai commencé, non, on ne changeait pas. J'ai un frère qui a fait sa carrière dans la même entreprise. Bon, voilà. Vous parliez de politique, il est bon de changer. Il n'est pas bon toujours de s'accrocher à un siège. On s'en rend compte aujourd'hui. Ça change, hein. De fait. Alors qu'avant, moi j'ai connu des collègues qui avaient 30 ans de mandat et qui rituellement se représentaient tous les 5 ans parce qu'il fallait se représenter. Les choses ont changé. Et tous les 7 d'ailleurs, à une époque. C'était tous les 9 pour les... Tous les 9 sénateurs et 7 pour les députés. Et les 6 pour les députés. Et 6 pour les députés. Donc ça s'est un petit peu réduit. Quand même, vous auriez pu, et on va nous tourner vers Acted parce que c'est une ONG très particulière, très engagée. J'indiquais le chiffre de 6000 personnes, 6000 salariés engagés sur 38 pays. Le chiffre est bon? Non, c'est pas bon. Les chiffres ne sont pas bons. Les choses, malheureusement, évoluent, avec en particulier la guerre en Ukraine. On est aujourd'hui 7200 employés, on est présent dans 43 pays, puisque à cause du conflit ukrainien, nous avons ouvert des activités en Pologne, en Roumanie, en Moldavie. Mais vous auriez pu vous contenter d'intégrer un très beau cabinet d'avocats. Vous avez choisi une ONG, ça dit quelque chose. Vous êtes connecté du matin au soir aux souffrances du monde, parce que c'est ça la réalité d'un directeur délégué d'une ONG. Ça vous a transformé sur le regard que vous portiez sur le monde? J'ai toujours été intéressé par ce qui se passait dans le monde, et sans avoir été diplomate, même quand je faisais de la politique, les relations internationales, j'étais d'ailleurs membre de la Commission des Affaires étrangères. J'en profite pour rappeler qu'en fait, c'était 5 ans le mandat de député, pas 6 ans. Non, c'est ça, il me semblait bien qu'on disait une bêtise. Non, c'était les élections, c'était les municipales, les cantonales. Et les cantonales. J'étais aussi dans un conseil municipal. Moi aussi, j'ai pas voulu vous reprendre, mais je me suis dit 6 ans, mais 9 ans sénateur, ça c'est sûr. 9 ans, et c'est maintenant 6 ans sénateur. Et c'était la Dordogne, hein, si je ne m'abuse, votre département. C'était la Dordogne. Donc de fait, oui, on est connecté aux souffrances du monde, parce qu'une ONG comme Acted, qui est une ONG qui intervient sur des programmes d'urgence, de reconstruction aussi et de développement aussi, mais sur des programmes d'urgence, évidemment, à chaque moment, il peut se passer quelque chose de grave. Et nous, d'une certaine manière, malheureusement, nous sommes présents, et parmi les principales ONG au monde, présents en Syrie, c'est nos principaux programmes, en Ukraine. Et puis vous indiquiez toutes ces zones de guerre, c'est-à-dire le Yémen, l'Irak, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, et bien sûr l'Afghanistan, là où nous avons été créés. 7200 employés qui sont dédiés à essayer de réduire les souffrances des gens qui sont des gens très, très vulnérables, qui sont des gens qui sont souvent très, très abandonnés et auxquels on ne pense pas. Je pense au camp d'Erbil. Il y avait une grosse présence d'Acted sur cette zone, du côté d'Erbil. Oui, alors Erbil, c'était une grosse présence parce que c'était le Kurdistan irakien. Et au moment de la guerre avec Daesh... Mouvement de population. Toute la zone de Mossoul, ce qu'on appelle la plaine de Ninive, a provoqué ce mouvement de population. Donc il y avait beaucoup de camps à Erbil. Maintenant, il n'y en a quasiment plus. On revit dans la plaine de Ninive, on revit à Mossoul. Nous avons des programmes sur place, alors que maintenant, côté Erbil, qui était plutôt une zone de refuge, les choses... Ça va mieux. Oui, les choses se passent de manière plus calme. C'est agréable à entendre. On va reparler de l'Ukraine, mais
moi, je me posais la question, je me dis, mais être directeur général délégué d'une ONG, très grosse ONG comme Acted, est-ce que c'est fonctionner comme un chef d'entreprise? C'est-à-dire, on fait une émission sur les RH et le recrutement. Comment ça marche? Vous avez 7200 personnes, vous avez des bulletins de paie, vous avez une comptabilité, vous avez du recrutement. Comment ça marche? Expliquez-nous. Alors ça marche à plusieurs niveaux. D'abord, nous sommes une ONG très décentralisée, donc la plupart de nos employés sont sur le terrain. Évidemment, on est une centaine au siège à Paris, donc nos forces vives, je dirais, sont d'abord sur le terrain. Point numéro 2, ce qui est très important de rappeler, c'est que nos employés sont surtout des employés nationaux, des employés locaux. C'est-à-dire qu'au Niger, on a des Nigériens, au Yémen, on a des Yéménites. Et on a quelques employés internationaux expatriés qui animent la mise en place des programmes, mais avant tout, ce sont des employés locaux, nationaux. Donc on crée de l'emploi, on crée de l'activité, et c'est très important pour nous parce que ces employés nationaux connaissent bien le terrain, connaissent les territoires, ils connaissent les populations, ils vivent avec les populations. Ce sont des gens qui rentrent chez eux, qui retrouvent leur famille. Les employés internationaux sont des gens qui vivent dans des compounds, dans des bureaux. Coupés de leurs racines. Alors, coupés de leurs racines, évidemment, oui, mais en relation, évidemment, avec le terrain, et qui ont la responsabilité, je dirais, de manager tout ça. Les principaux profils que l'on a, ce sont des programmes managers, ce sont des profils financiers, des profils d'audit. C'est important de le dire parce que nos employés portent des programmes qui sont financés par, je dirais, la communauté internationale. Ce sont des financements publics internationaux. Oui. Nous, nos financements viennent du secteur bilatéral, c'est-à-dire des États, de l'Union européenne et des Nations unies. Ce sont des financements publics. Donc la plupart de ces financements, de ces programmes sont audités. Il n'y a pas un dollar, il n'y a pas un euro qui sort de ce qu'a voulu le donc bailleur. Une rigueur budgétaire. Voilà. Pour nous, ces profils-là sont des profils très importants. Il ne s'agit pas, parmi nos 80-90 bailleurs chaque année, de décevoir le HR, de décevoir l'aide publique au développement portée par la France, etc. Donc ces profils sont des profils souvent plus jeunes, je dirais, que les profils des employés nationaux. Ce sont des gens qui ont entre 25 et 30-35 ans. Et vous les projetez sur le terrain? Alors, on les projette sur le terrain parce que soit on les projette à Paris, soit de Paris ils partent sur le terrain, ou soit ils vont directement sur le terrain. Tout dépend de ce que l'on a à faire. Mais restons un instant sur le recrutement, parce qu'il y a quand même finalement une sorte de mythe autour on dit à ses parents, je vais partir dans l'humanitaire. Beaucoup de parents ont entendu cette phrase. Alors il y a ceux qui s'engagent dans le bénévolat, un peu tête baissée, sans compétences. Je sais que vous avez une rigueur sur la question du recrutement, donc vous avez beaucoup de demandes. Comment ça se passe? Est-ce que vous faites partie, comme toutes les entreprises qui viennent sur ce plateau depuis un an, qui nous disent on galère, on n'arrive pas à recruter? Est-ce qu'il y a aussi une crise des vocations ou une grande démission dans l'humanitaire, ou est-ce que vous réussissez à continuer à attirer des vocations? Donc là, on va en rester sur les profils des expatriés, et de ceux qui arrivent à Paris. On n'a pas du tout ce type de crise parce que depuis quelques années... C'est rare de l'entendre ici. Probablement, ça n'existait pas à mon époque, mais depuis quelques années, il y a une volonté de volonté d'altruisme, de générosité. Il y a un engagement très fort qui anime les jeunes générations qui veulent donner du sens à leur engagement. Et ça, vous le ressentez par le... Et bien évidemment, on le ressent. Ce qui fait que nous, très régulièrement sur notre site, on présente des offres d'emploi qui sont ouvertes de par le monde. Il faut quand même parler l'anglais. Le français n'est pas obligatoire, sauf dans les pays d'Afrique francophone. Mais donc, de fait, on se rend compte que nos propositions d'embauche suscitent des dizaines et des dizaines de motivations. On reçoit des candidatures directement qui sont liées à un profil, et puis on reçoit aussi des candidatures spontanées. Donc, on a beaucoup de gens qui s'intéressent à la vie, qui s'intéressent globalement à l'engagement humanitaire et qui s'intéressent aussi à la vie d'Acted. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, moi quand je suis arrivé il y a 7 ans, on avait un budget qui était aux alentours de 140 millions d'euros. Aujourd'hui, on a un budget de 500 millions d'euros. On était 4000 employés. On est maintenant, comme je vous le disais, 7200. À partir du moment où c'est une ONG qui grossit, et en particulier sur des théâtres d'opération qui sont les plus difficiles, j'allais dire les plus belliqueux, les plus conflictuels. L'Ukraine en particulier. L'Ukraine en particulier, ça intéresse évidemment les gens qui souhaitent s'engager. On va parler de l'Ukraine, parce que c'est le théâtre de guerre dans lequel vous avez déployé à la fois des locaux, on entend bien la stratégie, mais aussi, j'imagine, des expatriés qui sont obligés de coordonner.
le profil, parce que là, c'est intéressant, vous faites partie des rares, ici, à cette place, à nous dire, nous, on n'a pas de problème de CV. Ce qui n'est pas le cas de un certain nombre de DRH qui viennent nous voir. Si je peux... Il y en a trop, là. Oui, alors si je peux aussi vous interrompre un instant, c'est pas un profil de carrière habituel. J'insistais sur le fait que nos humanitaires expatriés, ou un peu moins à Paris, mais nos expatriés, sont des profils jeunes. Souvent, ce sont des gens qui sortent d'études parce que c'est un engagement total. C'est-à-dire que quand vous allez sur le terrain, évidemment, vous laissez la famille et les amis loin, mais vous vivez dans des conditions qui ne sont pas toujours très confortables. Clairement. On vit dans une guest house, on a une chambre, il y a une pièce à vivre que l'on partage avec des collègues, vous aurez un frigo avec chacun son étage, vous aurez de l'eau pour vous doucher ou vous n'aurez pas d'eau, l'eau chaude c'est encore mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est quand même une réalité que vous supportez moins à votre âge et encore moins à mon âge. Ça, c'est une réalité. Donc, deuxièmement, c'est aussi un engagement qui est très fort, très responsable. On est très indépendant sur le terrain. Vous devez assumer vos responsabilités. Évidemment, vous vous rendez compte à la hiérarchie, mais souvent, il faut que vous preniez des décisions très vite qui engagent des centaines ou des milliers de bénéficiaires qui vous attendent, qui attendent la mise en œuvre des programmes. Ce sont de lourdes responsabilités. C'est souvent très fatigant. D'autre part, vous rentrez évidemment pas tous les week-ends, vous rentrez évidemment pas toutes les vacances. Donc, ce sont des engagements qui sont d'autant plus forts que vous avez cette volonté de bien faire. Vous êtes porté par l'envie, le besoin d'améliorer le sort. Et dangereux. Ce qui fait... Et dangereux, je m'autorise par ailleurs. C'est des zones de guerre. Hein. Mais ce qui fait que au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, pour diverses raisons, vous pouvez avoir envie d'avoir une vie de couple, de famille, trouver un job un petit peu plus intégré dans un cadre... ou revenir au siège pour apporter... Ou revenir au siège où on n'a pas beaucoup. C'est aussi un problème que l'on peut avoir. Comme on est un très petit siège, si vous me dites je veux faire la communication chez Acted, on est en train de créer un service, vraiment de l'élaborer en tant que tel, mais... si je vous dis les profils de postes que l'on a, nous, ça sera en effet à Paris, on soutient la mise en œuvre des programmes. Oui. On a évidemment des employés dans la finance, dans l'audit. C'est nouveau dans la sécurité depuis 4 ou 5 ans, dans la logistique, bien évidemment. La sécurité, c'est-à-dire que vous accompagnez aussi les expatriés pour leur garantir leur sécurité ? Pas simplement. Alors, quand je parle de sécurité, c'est la sécurité globale. Globale. La mise en œuvre des programmes, mais ce n'est pas simplement la sécurité des expatriés. Mais l'acheminement des matériels. C'est la sécurité de l'ensemble des employés d'Acted. D'un centre. Hein, il ne s'agit pas de protéger les expatriés et pas les autres. Mais quand je parle de sécurité, vous les intégrez dans votre entreprise. Absolument. Vous avez vos propres, je dirais, gardes ou... Non, mais ce ne sont pas... Alors, on a des gardiens, évidemment, sur place, comme partout. On a des chauffeurs. C'est-à-dire que nous, sur le terrain, ce n'est pas nos employés qui conduisent leurs voitures. Mais ce ne sont pas des gardes du corps que l'on a, ce ne sont pas des bodyguards. Nous, on n'a pas un profil du tout de militaire. On a simplement des spécialistes de la sécurité qui identifient parfaitement les zones de conflit, qui apprennent de quelle manière évoluent les conflits pour essayer de préserver le mieux possible, avec toute l'incertitude évidemment de ces zones de conflit, mais de préserver de tout risque nos employés. Et malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri des conséquences des conflits. C'est la question, j'allais vous la poser, mais vous y avez répondu. C'est le profil, c'est l'indépendance, l'idée qu'on va être loin de sa base, prendre des décisions, savoir prendre des risques parfois, en tout cas se protéger des risques. Concrètement, travailler beaucoup. Travailler sur une amplitude horaire souvent très très large, évidemment, et ce qui fait qu'au bout de 2 ou 3 ans, on peut être fatigué et revenir vivre autre chose. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a du turnover, ça veut dire qu'il faut en permanence, et là c'est important pour vous, ça c'est le directeur et vos équipes, préparer la relève en permanence. C'est ça votre boulot aussi. Oui, absolument. Il y a du turnover, et c'est pour ça que j'insistais sur le fait, vous me disiez, tiens, mais c'est rare de voir quelqu'un je confirme. Qui ne cherche pas. Bah oui. Parce que nous, voilà, tous les années, tous les 2 ans, le personnel change, et donc on a besoin d'employer de nouveaux profils, de nouveaux profils, parce que nos programmes ne sont pas toujours les mêmes. Au départ, nous étions une ONG plutôt d'urgence. Aujourd'hui, on met en œuvre des programmes de développement. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes profils. On a besoin de trouver des ingénieurs agronomes, par exemple. On est beaucoup dans
l'accès à l'eau potable, et donc tout ce qui concerne les maladies hydriques, aujourd'hui, ça nous concerne. Avant, il s'agissait de creuser des puits. Maintenant, on a des programmes qui sont de plus en plus élaborés, même si malheureusement, les 2/3 de nos programmes restent des programmes d'urgence, c'est-à-dire intervenir très vite dans un laps de temps. C'est le cas de l'Ukraine. Très court. Voilà, c'est le cas. Alors, l'Ukraine, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez l'Ukraine et puis vous avez les pays limitrophes qui accueillent les réfugiés. Moldavie, Pologne. Voilà, les populations ukrainiennes qui sont parties. En Ukraine, nous avons des programmes d'urgence parce que nous avons des gens qui sont sur les zones de guerre et puis des gens qui se sont déplacés et qui ont besoin, donc ce qu'on appelle des besoins, on leur offre des besoins de première nécessité. Vitaux. Donc ça sera de la nourriture, ça sera de l'eau, ça sera de l'abri. Alors ce ne sont pas des tentes comme dans d'autres pays du Sud, mais nous, on participe à l'élaboration de lieux qui vont servir de lieux d'accueil, de centres d'accueil auprès des municipalités. Donc, ça sera des gymnases, etc. Donc, on participe à la réhabilitation. Avec des Français expatriés qui sont sur place en ce moment. On a quelques Français expatriés. On a une quinzaine d'employés qui ne sont pas tous français, qui sont expatriés en Ukraine. On a des expatriés, on a 2 expatriés en Moldavie aussi. Là, évidemment, c'est une zone qui est beaucoup plus safe. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur la partie Pologne, Roumanie, Moldavie, là où on accueille les réfugiés, on n'est plus du tout dans des programmes d'urgence, parce que maintenant les choses se sont stabilisées, les gens sont partis, ont souvent quitté les centres d'accueil. Pour vous donner un provisoire chiffre, qui dure. Hein. Pour vous donner un chiffre, dans un pays comme la Moldavie, qui est un pays de 2 700 000 habitants, il y a eu jusqu'à 450 000 Ukrainiens qui sont passés. Et souvent, on est resté dans ce chiffre de 450 000 Ukrainiens. J'étais, il y a 15 jours, avec le président de la République. Je lui ai dit, il y a aujourd'hui à peu près 80 000 Ukrainiens, donc on n'est plus du tout dans le chiffre de 450 000, à peu près 80 000 Ukrainiens. Et dans les centres, et nous on s'occupe de tous les centres d'accueil en Moldavie, il y en a à peu près 4 000. Les autres sont dans ce qu'on appelle les communautés hautes. Vous voyez, donc ça a diminué. Aussi. Ça a beaucoup diminué. Et donc le sujet n'est plus l'urgence, mais la stabilisation d'un pays qui est pauvre et qui voit arriver des gens qui ont souvent un niveau de vie supérieur au Moldave, ce qui crée beaucoup de tensions, avec des prix qui augmentent, avec... oui, c'est ça, c'est les effets dominos d'une guerre qui déstabilise un pays pauvre. Et on n'en parle pas souvent. Souvent, on se dit, ces pays limitrophes sont formidables, mais je peux même ajouter la Pologne et la Roumanie, qui sont des pays de l'Union européenne, donc qui ont des niveaux de vie bien supérieurs à la Moldavie. Il y a des tensions, parce qu'évidemment, quand vous allez prendre de l'essence, les prix ont beaucoup augmenté. Les prix ont flambé. Les prix des loyers à Varsovie, c'est pas tout près de Kiev. Les prix de loyer à Varsovie ont beaucoup augmenté. Donc vous avez des conséquences, on parle évidemment des conséquences dramatiques dans les pays du Sud d'une famine qui fait plus que se préparer, qui arrive maintenant aux portes de la Corne de l'Afrique, parce qu'il y a eu de la sécheresse sur place et parce qu'il n'y a plus les exportations de céréales en général, mais il n'y a pas que ça. Même dans les pays limitrophes de l'Ukraine, il y a des conséquences très Et décalage de la CAN, pour faire un tout petit clin d'œil au football, lié justement aux conditions climatiques. C'est ce qu'a décidé le représentant de la Fédération de football africaine. Frédéric Zincernin, je vous pose la question parce qu'on a bien vu le portrait robot de ces salariés que vous envoyez avec des salariés locaux qui vivent dans des conditions parfois extrêmement précaires. Est-ce que vous avez les problèmes aussi précaires, mais ils l'ont choisi. Ils l'ont choisi, non, absolument. Ils sont partis, mais bien sûr. Et nous, dirigeants, on essaye de rendre les choses plus faciles. Que ceux qui sont dans les bases, dans les pays, puissent revenir régulièrement un week-end dans la capitale avec leurs collègues, etc. On essaie quand même ceux qui sont excentrés. De rendre... Oui, non, mais je n'indiquais pas que les conditions de vie étaient... L'engagement d'un humanitaire, c'est un engagement total. Les contrats, comment ça marche? Je veux dire, parce qu'il y a aussi les RH, il y a aussi la manière dont on signe un contrat. Les locaux, ils sont de contrats de droit français. Non, les locaux sont... De droit du pays dans lequel... Bon, juridiquement, ça reste aussi très compliqué pour vous. Il faut, pour chaque pays, gérer des contrats... Ce sont des contrats de mission. D'accord. En fait, si on a un nouveau programme sur 6 mois, on embauche des profils pour 6 mois. Là, aujourd'hui, on a un très beau programme qui nous touche beaucoup, parce qu'on a perdu 6 jeunes humanitaires français au Niger, il y a 2 ans, qui ont été victimes du terrorisme. Et en réaction, parce qu'on pense que c'est l'éducation, c'est l'instruction qui va lutter contre l'obscurantisme, nous avons décidé, sur nos fonds propres, de bâtir une école à Niamey, dans la capitale du Niger. Sur nos fonds propres,
en ce qui concerne l'investissement, on espère trouver des solutions pour le fonctionnement. Et donc, à ce moment-là, sur un programme comme celui-ci, il faut qu'on trouve des maçons, il faut qu'on trouve des couvreurs, il faut qu'on trouve des et là, vous les recrutez localement. Alors, soit on les embauche, programme Acted, ou soit on passe un marché et on prend l'entreprise qui sera la mieux disante, etc., comme n'importe quelle autre entreprise le fait. On a nos employés internationaux sur le terrain, on a nos employés nationaux, mais aussi on travaille beaucoup avec les ONG locales, les associations locales ou des entreprises locales quand on en a besoin. Et donc, on a un cadre programmatique qui est lié à la valeur du projet, donc ça va, et la durée du projet. Donc, on va embaucher sur la durée, sur 6 mois, sur un an. Nos employés expatriés sont en CDD aussi par rapport au projet. Mais il y a quand même, pour terminer notre échange, parce que vous avez un parcours de vie effectivement qui est très riche entre la politique, entre le sport, aujourd'hui cet engagement ONG, depuis 7 ans. Et l'entreprise, parce que quand j'étais dans le sport, c'est vrai. Je travaillais dans le groupe Kering, au comité directeur du groupe Kering. C'est tout à fait exact. Mais c'est vrai que vous aviez été identifié comme celui qui pilotait ce club de Rennes, qui d'ailleurs a fait une très très belle saison. Mais concrètement, est-ce que vous y trouvez votre place? Est-ce que ça vous épanouit? Parce que quand même voir le monde en feu et d'être en lien en permanence avec des gens qui vous racontent la guerre, les souffrances, et qu'il faut quotidiennement gérer finalement ces difficultés, est-ce que ça vous a rendu comment philosophe Je conclue juste la précédente question. Je vous disais, donc la plupart sont en CDD sur le terrain, mais on a aussi des CDI. On a des CDI à Paris, et nos directeurs pays qui ont plusieurs années on leur propose des CDI. Mais certains ne préfèrent pas signer le CDI pour avoir cette souplesse. Pour pas se lier. Voilà, ils font leur mission et vivent leur vie ailleurs, voilà, et partent. Je reste sur ma question, sur votre évolution et votre plaisir, mais vous avez des salariés d'ONG qui ont quitté Acted et qui reviennent vous voir et qui vous disent depuis, moi je suis avocat d'affaires à New York, parce que c'est souvent des passages de vie qui font grandir, qui transforment un être humain, puis ensuite on vit sa vie, on vit un autre métier. C'est un peu le cas, non? Oui, alors on a des gens qui partent ailleurs. D'abord, on a des gens qui partent chez nous, ce qu'on appelle les bailleurs. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, travailler aux Nations Unies. C'est intéressant pour nous, parce que vous avez un relais. Quand on les voit sur le terrain, ils connaissent bien Acted. Deuxièmement, il y a des gens qui partent faire leur vie dans des entreprises classiques. Très bien. Mais on a qui reviennent dans l'humanitaire. On a une nouvelle directrice des urgences, là, qui a fait un parcours extraordinaire. Elle travaillait à Londres il y a une huitaine d'années. Elle a voulu travailler chez Acted, on l'a embauchée comme stagiaire. Vous voyez, salariée à Londres, stagiaire chez Acted, c'est pas la même chose. Donc elle avait la passion. Au bout de quelques mois, elle est devenue directrice au Yémen, tellement elle était brillante. Elle est restée chez nous un certain temps, elle a voulu aller voir ailleurs. Et là, c'est elle qui mène l'urgence, le programme d'urgence en Ukraine. Sachant qu'en Ukraine, on a évidemment notre direction, notre directeur Ukraine et l'ensemble, directeur financier, responsable de l'audit, sécurité, mais elle est venue, elle, pour animer l'urgence. Donc on a comme ça des retours. Donc ça, c'est bonifiant et gratifiant. Ça veut dire aussi que en passant par Acted, on peut aussi grandir, faire sa carrière. Exactement. Et pourquoi pas d'ailleurs revenir ensuite. Et c'est vrai que je conseille aux chefs d'entreprise qui nous écoutent d'embaucher des gens qui sont passés par chez nous, parce que ce sont des personnalités exceptionnelles, tout à fait exceptionnelles. Très fiables, très autonomes. On n'a pas parlé de leur CV. Donc en général, pour les Français, ce sont des bacs plus 5, assez différents. Ça, c'est le niveau de recrutement que vous faites, là ? Oui, avec un anglais. Bien sûr. L'anglais parfait. Et puis, on essaie de retrouver dans les divers, je ne sais pas, vous voyez... Tout ce qui correspond à leur passion, à leur... Ce qui a pu faire une personnalité originale. Les soft skills, comme on appelle. Voilà, c'est ça. Comme ce sont des gens qui sont jeunes, ils ont 23, 24, 25 ans, qu'est-ce qui fait qu'ils sont originaux par rapport aux dizaines d'autres? Pour vous, le directeur, qu'est-ce qui fait que je peux envoyer cette personne, qu'elle est fiable et qu'elle va tenir le coup? Parce qu'il faut psychologiquement tenir. Il y en a qui font demi-tour, ils arrivent, ils avaient cru à vivre l'humanitaire, puis finalement, c'est pas pour eux. Vous avez raison. On les prépare le mieux possible. Évidemment, ils sont en stage avant de partir, dont un stage de sécurité, qui est quelque chose de nouveau. Et dans 99,9% des cas, ça se passe bien. Mais on a pu avoir un cas, là, assez récemment, un cas problématique.
Ce qui est ennuyeux, parce que comme je vous le disais, c'est une vie en communauté. Quand je vous parlais tout à l'heure de la guest house, c'est une vie en communauté. Donc il est important qu'il y ait, on peut ne pas être amis intimes, mais il est important puisque ils sont c'est Thomas Pesquet c'est un peu ça, il y a un petit côté station spatiale. Voilà, c'est ça. Même s'ils ont les mêmes passions, même s'ils ont il faut que les ça colle, envies, il faut que ça colle. Alors vous parliez c'est vrai qu'on est confronté à la misère, à la souffrance, mais j'ai vraiment la certitude qu'on améliore la vie des gens. J'ai plusieurs certitudes. D'abord, j'ai eu la certitude quand je faisais de la politique d'améliorer la vie des gens. Ça fait peut-être rire, mais j'en avais la certitude, surtout dans l'endroit où j'étais élu, qui était à 500 km de Paris, un Périgord qui était plutôt rural, plutôt loin des centres de décision. Donc j'avais cette impression. J'ai encore plus cette impression, qui est devenue d'ailleurs une certitude, dans l'humanitaire, parce que, encore une fois, on a 20 millions de bénéficiaires directs. Ces 20 millions de bénéficiaires, même si nos bureaux sont à peu près toujours dans les capitales, ce sont souvent les gens les plus éloignés, je le disais tout à l'heure, les gens abandonnés, les gens les plus vulnérables. On est connus pour ça par nos bailleurs. Notre baseline, on pourrait dire, c'est nous accomplissons le dernier kilomètre. Donc on va le plus loin possible, retrouver des gens qui sont là où il n'y a plus d'État, où il n'y a plus de services publics. Et Acted est là. Et les locaux, mais aussi les Français, recrutés, sélectionnés par votre ONG, très belle ONG. Merci Frédéric Zinssernin de nous avoir fait partager votre passion, votre engagement. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Directeur général délégué d'Acted, ça faisait bien longtemps que sur ce plateau, on n'avait pas eu un directeur général nous dire qu'il n'avait pas de problème de CV. Très honnêtement, beaucoup de DRH passent ici et nous disent qu'est-ce qu'on peine à recruter. Ce n'est pas le cas d'Acted. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on va parler du marketing de soi. Bah oui, qu'est-ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux? On est un peu notre propre ambassadeur et parfois l'ambassadeur de son entreprise. On en parle tout de suite avec Marie Hombrook.